La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 16 mai 2025, on se retrouve dans ce point de marché Zone Bourse qui s'appelle Super, ça va pas trop bien. La modération de la vol et des gesticulations du président américain contribue à maintenir les marchés actions sur une trajectoire haussière que je décrirais presque comme apaisée. Enfin apaisée en surface parce qu'en dessous ça bouillonne quand même de partout. Les petits signaux dégradés au niveau de la macroéconomie renforcent le sentiment selon lequel la Fed va devoir tôt ou tard sortir du bois. Ça, ce serait une mauvaise nouvelle pour l'économie, mais une bonne nouvelle pour la bourse qui n'aime rien tant qu'une bonne baisse de taux pour valider son indécrottable optimisme. Donc ça monte, l'Europe boursière a remis la marche avant hier grâce à un curieux attelage quand même composé de valeurs de l'armement, de services collectifs et d'immobilier. Dit comme ça, on jurerait que les investisseurs se replient sur des entreprises plutôt défensives, ce qui n'est d'ailleurs pas complètement faux. Mais une chose est sûre, le marché se méfie à nouveau des secteurs les plus cycliques comme l'automobile ou le luxe. Pourquoi ? À cause de la montée des craintes pour la croissance mondiale. Le Stoxx Europe 600 a malgré tout fini en hausse de 0,6% hier. Du côté des États-Unis, les indices ont bouclé sur des gains modestes, ils poursuivent leur série haussière en cours, et là-bas aussi, les secteurs défensifs ont été les moteurs des gains. Ils ont compensé la méforme de quelques gros dossiers technologiques qui sont pris des boîtes comme Amazon et Meta. Ça a d'ailleurs failli coûter cher au Nasdaq 100, mais il a quand même fini en hausse de 0,08%. Le S&P 500, lui, il a gagné 0,4%. Le recul de la volatilité conduit à des parcours un petit peu moins chaotiques pour les indices en ce moment. Le VIX, l'indice qui sert justement à mesurer la nervosité du marché, est entré dans une phase assez caractéristique de ces moments-là où il perd quelques dizaines de points tous les jours. Ça, c'est un signe que la pression retombe progressivement. Hier, ce sont plutôt les nombreuses statistiques macroéconomiques publiées aux États-Unis qui ont fait le marché. Alors qu'ont-elles révélé ? Essentiellement que l'activité et la consommation sont entrées dans une phase de prudence, ce qui n'est pas vraiment étonnant au regard de l'agitation autour des politiques de Donald Trump, mais ça a révélé aussi que la grande crainte sur l'inflation et les prix à la production tarde à se matérialiser. La synthèse de tout cela, c'est que les financiers misent à nouveau sur 2 baisses de taux de la Fed cette année, d'où une baisse bienvenue des rendements obligataires qui revenaient dans une zone assez inconfortable. C'est cette tendance aussi qui explique le vert fluo constaté sur le secteur de l'immobilier hier, puisque des taux plus bas signifient des prêts immobiliers plus nombreux. Pour résumer tout ça, on reste dans une configuration d'approche assez court-termiste, mais ça ne fonctionne pas si mal. Les marchés actions s'accommodent d'une fureur trumpienne sur la pente descendante et de données macroéconomiques qui, si elles ne brillent pas vraiment, ne décrochent pas non plus. Tout ce qui se rapproche de la normalité est en effet pilotable. Les mauvaises nouvelles macro, ou plutôt les petites mauvaises nouvelles macro, sont à nouveau de bonnes nouvelles qui vont en faveur de la mère de toutes les attentes du marché, c'est-à-dire de l'argent moins cher, c'est-à-dire une baisse de taux. À ce propos, le patron de la Fed, Jérôme Powell, a prononcé un discours assez intéressant hier. Alors il a évité soigneusement de polémiquer sur la politique immédiate de l'institution, mais il a indiqué qu'une réflexion est en cours au sein de la Réserve fédérale sur la trame qui forge les décisions de politique monétaire, en particulier sur la façon dont l'institution appréhende ses 2 principaux objectifs, l'emploi et le contrôle de l'inflation. Et ça, c'est un signe d'ouverture qui pourrait être interprété positivement parce qu'il s'écarte des positions dogmatiques que les milieux financiers exècrent. L'actualité macro du jour, elle reste riche en cette fin de semaine. Au Japon, le PIB du T1 était négatif et un petit peu plus faible que prévu, et ça avant même l'impact de la politique douanière des États-Unis. Donald Trump, de son côté, a continué à faire le VRP de luxe au Moyen-Orient en récupérant des centaines de milliards de promesses de contrats et d'investissements avec les monarchies du Golfe. Les accords sur le développement de l'intelligence artificielle dans la région feraient toutefois grincer des dents les faucons nationalistes américains. Ils pensent que cela consiste à réitérer avec ces pays les erreurs commises en matière de sécurité nationale avec la Chine au cours des dernières décennies. Toujours dans le volet géopo, le battage autour des négociations entre la Russie et l'Ukraine en Turquie a l'air d'être un pétard mouillé. C'est d'autant plus le cas que Donald Trump, après avoir laissé entendre aux protagonistes qu'il n'avait qu'à se débrouiller, est revenu par la fenêtre en déclarant qu'il n'y aurait pas de résolution du conflit tant qu'il n'aura pas rencontré Vladimir Poutine. Un signe de plus que la Maison-Blanche considère que Volodymyr Zelensky n'est pas un adulte. En Asie-Pacifique, les indices évoluent dans des bornes étroites ce matin pour terminer la semaine, de l'ordre de plus 0,5, moins 0,5%. En vert pour l'Australie, Taïwan
Taïwan et la Corée du Sud, et en rouge pour le Japon, l'Inde et la Chine. Les indicateurs avancés occidentaux, eux, ils sont plutôt hésitants au matin de cette séance de compensation mensuelle, puisque nous sommes le 3e vendredi du mois, c'est l'arrivée à échéance des contrats à terme, notamment sur indices. Le volet société est assez riche pour un vendredi. En France d'abord, Eutelsat a publié ses revenus hier soir. La France qui annonce que les négociations avec la Chine n'ont pas permis de résoudre le différend sur le cognac. Je vous rappelle que Rémy Cointreau, Pernod Ricard, LVMH et David & Campari sont des fabricants de cognac. ArcelorMittal a redit son intention d'investir 1,2 milliard d'euros à Dunkerque en dépit du plan social qui a été annoncé. Engie a cédé à CBREIM une partie de ses installations de stockage de batteries aux États-Unis. Gecina a racheté un immeuble de bureaux important dans le quartier central des affaires à Paris pour 435 millions d'euros. Téléperformance a dénoncé tous ses accords sociaux en France selon la lettre. Xavier Muscat rejoint Tikehau Capital en tant que président du conseil de surveillance. Icad a placé 500 millions d'euros d'obligations vertes 10 ans à 4,375%. Niels Christian Bergen démissionne de son poste de président de Ruby. Argan a achevé la réhabilitation et l'extension d'un hub de messagerie de Géodis à Toulouse. Solution 30 nomme 3 nouveaux directeurs généraux pour la France, l'Allemagne et la Belgique. On a aussi pas mal d'actu du côté d'entreprises plus petites, Lacroix Agrogénération, Logique Instruments, Affluent Médical, DroneVolt, Arcure, Nemer, Entreparticulier.com ou encore Aventador. Sur l'agenda des publis, outre Telsat, on a eu les chiffres de Plastivaloir, Bastide, Invibes, Jessie ou encore Mare Nostrum. Ailleurs en Europe, la principale publication du jour, c'est la compagnie financière Richemont qui affiche une petite croissance annuelle de 4%. Par ailleurs, Bayer chercherait un accord définitif sur le Roundup aux États-Unis. Il envisagerait même la faillite de Monsanto, ça c'est une info du Wall Street Journal. Et Dailymotion, la filiale de Canal+, acquiert l'application de création vidéo Mojo. En Amérique du Nord, on n'a pas de société qui grimpe après les trimestrières. En revanche, on a pas mal de sociétés qui baissent. Globant, moins 25%, Doximity, moins 20%, Applied Materials, moins 5,7%, Cava, moins 4% et Take-Two, moins 3%. Trump s'en est pris à Apple hier au sujet du projet d'expédier des iPhones américains depuis l'Inde et pas depuis la Chine. Walmart prévoit d'augmenter ses prix en raison des droits de douane, mais ça n'a pas trop pesé sur l'action hier. On a aussi toute la série des annonces de composition de fonds d'investissement américains, les annonces trimestrielles. On apprend notamment que Third Point a révélé des participations dans UST et Kenvue, que Berkshire a doublé ses parts dans Constellation Brands et a vendu des actions Citigroup et d'autres titres financiers, que Starboard a réduit ses parts dans Pfizer et News Corp et a augmenté celle d'Autodesk, ou que Elliott a dissous sa participation dans Nvidia et a réduit celle dans Southwest Airlines tout en augmentant ses positions dans Philips 66. Le fonds Thomas Bravo pour sa part va vendre ses parts résiduelles dans le Nasdaq pour 3,4 milliards de dollars. Regeneron a remporté un verdict antitrust aux États-Unis pour 407 millions de dollars contre Amgen. Coinbase a prévenu d'une perte pouvant atteindre 400 millions de dollars suite à une grosse cyberattaque. Nvidia prévoit d'ouvrir un centre de recherche à Shanghai selon le FT et Meta demande à un juge de statuer que la FTC n'a pas prouvé l'existence d'un monopole le concernant. Enfin, Rite Aid vend 1000 pharmacies à CVS, Walgreens et à d'autres entreprises du secteur. Ailleurs dans le monde, CATL a finalement levé 4,6 milliards de dollars lors de son IPO à Hong Kong. Rio Tinto va investir 1,2 milliard de dollars pour moderniser une centrale hydroélectrique au Québec. Le géant automobile chinois BYD va ouvrir un centre européen en Hongrie. Lynas réalise sa première production de terres rares lourdes séparées et les États-Unis envisagent d'ajouter des fabricants de puces chinois à leur liste noire des exportations. Voilà, ce dernier point de marché de la semaine est terminé. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end.